Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Banque Populaire. Nous allons aborder ce matin la prévoyance et plus précisément comment l'intégrer dans une stratégie patrimoniale, notamment chez le chef d'entreprise ou le professionnel. Avec moi pour évoquer cette thématique, deux experts. Marc Thomas Marotel, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Assurance. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Christophe. Et à ma gauche donc Sébastien Isebert, ingénieur patrimonial chez Banque Populaire du Nord. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Christophe. Alors finalement, la question qui se pose, quelles seraient les raisons pour un professionnel ou un chef d'entreprise de recourir à une solution de prévoyance? Rappelons-nous qu'un chef d'entreprise est en responsabilité à double titre. D'abord en responsabilité à titre de l'entreprise, évidemment, et en responsabilité à titre privé. Comme tout à chacun, il est en mesure de rencontrer des aléas divers, décès, accidents et maladies qui peuvent impacter lourdement, significativement l'entreprise, voire l'environnement familial. Il est préférable donc de les anticiper et c'est là que la prévoyance est importante. Marc, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la prévoyance? Eh bien, les contrats de prévoyance, Jean-Christophe, sont des contrats qui couvrent les risques liés à la personne de l'assuré. Comme les assurances épargne, les assurances prévoyance sont des assurances de personnes. Dans tous les cas, l'assureur verse une prestation aux bénéficiaires désignés par le souscripteur en cas de préjudice supporté par l'assuré. Et que garantissent ces contrats? Ces contrats garantissent des capitaux ou des revenus en cas de réalisation du risque assuré afin de sauvegarder le niveau de vie de la famille, de pourvoir aux frais d'éducation des enfants, de constituer des liquidités immédiatement disponibles, non seulement pour payer les droits de succession, mais surtout pour faciliter les partages entre héritiers, donner plus à l'un d'eux, par exemple le conjoint, sans léser les autres, permettre de financer le rachat des droits sociaux d'une entreprise familiale, etc. En somme, la prévoyance va introduire de la liquidité, donc de la souplesse et de la sécurité dans des patrimoines souvent illiquides, très immobiliers, ou pour un chef d'entreprise constitué de droits sociaux peu négociables. Je pense ici particulièrement aux assurés fortunés qui pensent souvent ne pas avoir besoin de prévoyance eu égard à l'importance de leur patrimoine. Cette conviction est peut-être vraie sur un plan strictement comptable, mais c'est escamoter la réalité d'une situation de dépendance où plus aucune décision n'est possible. Or, l'entourage est-il en situation de prendre des décisions, parfois urgentes? En a-t-il la capacité juridique, la compétence professionnelle? Le marché permet-il une valorisation correcte des biens dont la cession permettrait de faire face à la situation? La prévoyance permet une prise en charge immédiate et efficace des situations de crise et protégera les grands patrimoines des aléas qui pourraient viser le chef de famille, le chef d'entreprise. Merci Marc. Donc, on vient de voir que le chef d'entreprise a tout intérêt donc, finalement, de disposer d'un contrat de prévoyance pour se couvrir en cas de sinistre, de se dégager donc un capital ou une rente, donc la notion de liquidité. Et à cet égard, sur cette notion de liquidité, finalement, comment l'orienter, Sébastien? Eh bien, la prévoyance et l'injection de liquidité est construite évidemment pour l'assuré et pour ses bénéficiaires. À mon sens, il faut tenir compte de 4 parties concernées par cette couverture. Le premier, c'est évidemment le chef d'entreprise lui-même. Le deuxième, c'est sa famille et ses proches. Le troisième, c'est l'entreprise. Et quatrième, c'est les partenaires de l'entreprise. Et là, le chef d'entreprise, c'est la clé. C'est le lien et c'est entre la sphère de l'entreprise et la sphère familiale qu'il doit protéger. Il est donc nécessaire d'assurer une prévoyance individuelle sur sa tête pour injecter de la liquidité dans la partie entrepreneuriale ou dans la partie familiale, évidemment en tenant compte de la situation actuelle et aussi des évolutions possibles. Donc si je comprends bien, il existe 2 façons de réinjecter de la liquidité, soit sur le plan familial, soit sur le plan entreprise. Exactement. Et sur le plan familial, la couverture doit permettre au foyer de continuer à vivre le plus normalement possible et en tenant compte des flux et du patrimoine familial. Ainsi, la liquidité peut être injectée directement à titre privé. Et sur la partie entreprise? Eh bien, sur la protection d'entreprise, il est nécessaire que la couverture doit permettre la pérennité de la personne morale, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'entreprise est bien souvent le premier patrimoine d'un chef d'entreprise, c'est donc la source principale du revenu du foyer. Ensuite, parce que l'entreprise porte également l'enjeu et la responsabilité des salariés ainsi que le tissu économique développé. Derrière chaque salarié, il y a une famille. Et enfin, parce qu'il existe un impact direct sur les partenaires de l'entreprise.
Sur la partie haut de bilan, on va retrouver les associés, les investisseurs au capital. Sur la partie bas de bilan, on va retrouver les financeurs, les clients ou encore les fournisseurs. L'étude de l'impact du dirigeant sur chacune des parties doit être personnalisée et les besoins diffèrent pour chaque situation. Et selon si l'incidence elle est très préjudiciable ou relative aux différentes parties que j'ai évoquées auparavant, on déterminera finalement le ou les axes de prévoyance à travailler et ça va devenir du sur-mesure. Donc on voit bien que finalement, orienter la liquidité, que ce soit vers l'entreprise ou la sphère familiale, ne s'improvise pas. Deux solutions sont à distinguer, la solution juridique et la solution assurantielle. Je reste avec vous, Sébastien. Quid de la solution juridique? Sur la solution juridique, Jean-Christophe, il faut rappeler quand même que si rien n'a été prévu en termes de prévoyance, la survie de l'entreprise est très vite sujette à des conflits, comme la répartition des titres sociaux, la répartition de la gouvernance. Il convient également de préciser finalement qu'à défaut d'anticipation, les héritiers risquent de payer une somme importante au titre des droits de succession parce que la valeur de la société est comprise dans l'actif successoral et augmente donc les droits dus à l'État. Et là aussi, si rien n'a été prévu, il y a un risque de non-protection du conjoint survivant. Alors vous l'avez dit, il y a des solutions et des outils juridiques pour essayer de pallier, notamment à la protection familiale du conjoint survivant. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de réaliser une étude de transmission. C'est nécessaire de réaliser une étude de transmission pour savoir où va la masse successorale et on va pouvoir déterminer la protection du conjoint survivant, notamment avec l'aménagement d'un contrat de mariage. Par exemple, dans un régime séparatiste, ça peut être une création de société d'acquet, c'est-à-dire la mise en commun de certains biens, finalement, comme l'entreprise. Dans un régime de communauté légale, un régime communautaire, cela peut être une clause de préciput qui permet au conjoint survivant de prendre certains biens communs, et ce, avant tout partage de masse successorale. Donc c'est un avantage matrimonial pour le conjoint survivant. Ça peut être aussi un changement de contrat de mariage, ça peut être encore un testament. Et puis, une fois qu'on a fait ça, cette étude, elle va pouvoir démontrer les droits de transmission à payer, qui peut être finalement un fléau de liquidité. Et là, on peut chercher des pistes d'optimisation, comme le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, pouvez-vous nous expliquer, ou en tout cas nous le rappeler, ce qu'est le pacte Dutreil? Eh bien, le pacte Dutreil, c'est un dispositif qui va permettre de bénéficier d'un abattement de 75% appliqué sur la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de mutation, c'est-à-dire des droits de donation. Alors évidemment, ce dispositif est sous respect de certaines conditions, comme la durée d'engagement de conservation des titres. Il faut aussi porter sur un minimum de titres. Il faut que l'un des signataires du pacte ait une fonction de dirigeant de la société pendant un certain nombre de temps. Donc voilà. Après, la donation de pacte Dutreil peut être assortie de quelques clauses, comme le droit de retour ou la clause d'inaliénabilité. Donc voilà. Mais en tout cas, cette étude va permettre de cartographier et de savoir où va finalement le patrimoine, s'il arrivait quelque chose de chef d'entreprise, et de réduire finalement les droits de transmission. D'accord. Donc, il existe également une solution pour pérenniser l'entreprise? Pour la pérennité de l'entreprise et éviter les conflits, comme je disais tout à l'heure, il faut étudier finalement la répartition des droits sociaux, c'est-à-dire de l'avoir, et la répartition de la gouvernance de la société, c'est-à-dire le pouvoir. Et chaque situation est différente, mais on rencontre quand même des situations du type, s'il arrive malheur à un chef d'entreprise, il y a des enfants mineurs qui sont aussi là. Et il peut aussi y avoir le cas où il n'y a ni les enfants ni le conjoint qui n'ont mis un pied dans la société, donc ils ne savent pas comment marche cette société-là. Il peut y avoir une situation de famille recomposée, classiquement, finalement, et en présence d'associés tiers aussi, des sociétés qui ont évidemment plusieurs associés non familiaux, et des sociétés dites réglementées. Et là aussi, il existe des outils juridiques pour organiser le pouvoir. Comme quoi? Eh bien, le mandat à effet posthume et le mandat de protection future. Il y en a un que ça va permettre d'encadrer les héritiers dans la gestion du patrimoine hérité, finalement, et puis l'autre va servir lorsque l'incapacité du dirigeant est médicalement, finalement, constatée. Et en fait, ces mandats-là, ils vont permettre quoi? Ils vont permettre aux chefs d'entreprise de désigner par avance un ou plusieurs mandataires chargés de la gestion de l'exploitation de l'entreprise. Et ça, c'est très important.
Donc à qui s'adresse ce mandat? Eh bien, à tout le monde, D'accord. à tous les entrepreneurs, à toutes les sociétés. En tout cas, c'est même un défaut de conseil de ne pas poser la question de savoir comment la gestion de l'entreprise peut se faire s'il arrivait quelque chose au chef d'entreprise. Alors, c'est un acte peu coûteux. Et c'est nécessaire parce que ça permet d'éviter finalement la problématique de la gestion d'entreprise. Donc là, le mandat, je comprends que c'est aussi pour l'entreprise, mais est-ce que s'il y a des associés, en tout cas une situation où l'entreprise est en présence d'associés? Exactement, en présence Oui. d'associés tiers. Ouais. S'il y a des associés tiers, eh bien, on peut faire un aménagement des statuts ou encore un pacte d'associés et ça va permettre d'organiser finalement les pouvoirs de décision, comme les droits de vote finalement, comme la répartition du capital. Il y a aussi certaines clauses qui peuvent être utiles à mettre dans le pacte d'associés ou dans les statuts selon les cas. Par exemple, ça peut être la clause d'agrément. La clause d'agrément, ça permet aux associés survivants de contrôler l'entrée de nouveaux associés au sein de la société et notamment les héritiers. Et la société pourra continuer son activité finalement sans les héritiers. C'est-à-dire que les titres du défunt reviendront aux autres associés moyennant la liquidité aux héritiers. Et ça au travers d'un contrat couverture associé qui va finalement, comme Marc le disait tout à l'heure sur la réinjection de la liquidité, qui va injecter de la liquidité. Et puis il y a une autre clause qui peut être par exemple la clause de préemption. C'est lorsqu'un associé de la société décide de céder les titres, eh ben, il doit obligatoirement prévenir les autres associés de son intention. Et ça va permettre aux autres associés d'avoir un droit de priorité sur la cession des actions finalement, D'accord. ou des titres sociaux. Bon. Voilà. Il y a d'autres clauses qui peuvent être mises. Mais... J'imagine, je comprends, donc Sébastien, je comprends que la solution juridique de la prévoyance est à privilégier dès que je suis chef d'entreprise, Ouais. notamment en présence d'associés. Donc. Marc, on a parlé de la solution juridique, qu'en est-il de la solution assurantielle? Eh bien, à titre privé, l'offre assurantielle est très diversifiée, mais 3 catégories peuvent être prises en charge. Tout d'abord, le décès de l'assuré. Le capital ou la rente est versé si l'assuré décède pendant la durée du contrat. C'est le prototype de la prévoyance patrimoniale, puisque la prestation convenue lors de la souscription est versée immédiatement, quelle que soit la cause du décès. Ensuite, la prévoyance pourra prendre en charge les accidents corporels. Ces garanties couvrent à titre principal les risques de décès et d'invalidité, temporaire ou permanente, résultant d'un accident. Il s'agit principalement de rembourser les soins médicaux, de la simple prise en charge du ticket modérateur au remboursement en tout ou partie des soins non remboursés, évidemment, par la sécurité sociale. L'assurance accident corporel, souscrite à titre individuel, n'a pas nécessairement une portée générale, c'est-à-dire que tous les accidents ne sont pas nécessairement couverts. Il existe des assurances individuelles professionnelles qui ne couvrent que les accidents professionnels à l'exclusion des accidents de la vie privée et des assurances individuelles vie privée qui, à l'inverse, ne couvrent que les accidents de la vie privée. Enfin, dernière catégorie, c'est le champ tout à fait immense, lui aussi, et diversifié des assurances maladie. Donc là, on vient de voir le volet privé. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il en est pour le dirigeant, le chef d'entreprise? Le chef d'entreprise pourra également couvrir spécifiquement les risques supportés par son entreprise grâce aux assurances dites homme-clé. L'homme clé est un chef d'entreprise ou un collaborateur indispensable au bon fonctionnement de la société. C'est la personne qui possède un savoir-faire, une technique, une expertise, des responsabilités uniques qui font de lui un élément indispensable de la société. Le plus souvent, l'homme clé est le fondateur et chef d'entreprise, mais l'homme clé peut tout aussi bien être un salarié de l'entreprise qui prend une part active dans la réalisation du chiffre d'affaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 15% des entreprises transmises suite au décès du dirigeant ne parviennent pas à surmonter sa disparition et font faillite. Un tiers des entreprises doivent cesser ou réduire leur activité à la suite de la disparition d'un collaborateur indispensable. En conséquence, la souscription d'une assurance homme-clé vise à pallier l'absence de celui sans qui une entreprise ne peut pas survivre.
Elle assure les conséquences pécuniaires pour l'entreprise de la disparition de cet homme clé et peut prendre en charge, par exemple, la perte d'exploitation, le remboursement des prêts bancaires, les frais de réorganisation, etc., selon les prestations. Ce contrat s'adresse bien à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Ce sont les entreprises qui identifient le ou les hommes clés dans leur activité et qui les assurent. Elles sont les bénéficiaires du contrat. Et comment fonctionne ce contrat homme-clé? Eh bien, ce n'est pas l'homme clé qui s'assure à titre personnel. L'entreprise est le souscripteur du contrat et elle est aussi le bénéficiaire. L'homme clé est l'assuré. Le montant des capitaux à assurer est très variable, comme je l'ai dit. Il peut varier de quelques milliers à quelques millions d'euros. C'est au chef d'entreprise de déterminer la perte de marge brute engendrée par la disparition de l'homme clé. C'est l'entreprise qui définit le montant et les garanties les plus adaptées à sa situation. C'est un contrat très souple au final. Et concernant l'homme clé, y a-t-il des conséquences fiscales? Oui, bien sûr, les bonnes et les mauvaises, si je puis dire, puisque pour l'entreprise, l'homme clé permet de déduire les primes versées. En revanche, en cas de sinistre, eh bien, l'indemnité versée à l'entreprise s'ajoute au bénéfice de l'exercice en cours. Elle constitue un profit exceptionnel, un produit exceptionnel et est donc imposable pour l'entreprise. D'accord. Merci Marc. Merci Sébastien pour vos éclairages et vos précisions. Donc je vais essayer de faire la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire. Donc je retiens que le contrat de prévoyance permet de se couvrir face aux aléas, les risques divers, maladies, accidents, décès, que le chef d'entreprise peut rencontrer. Que le contrat de prévoyance permettra de générer de la liquidité qui pourra être orientée vers sa sphère familiale ou bien sa sphère entreprise, selon la situation de chacun. Deux solutions de prévoyance existent, la solution juridique, la solution assurantielle. Ces deux approches sont complémentaires et sont fonction, comme je l'ai dit, de la situation de chacun. Au final, on voit bien qu'au travers de vos précisions, que l'approche patrimoniale est indispensable. L'approche doit être globale. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas qu'une logique immobilière, il y a aussi une logique avec la prévoyance pour protéger l'entreprise et la famille quand on est chef d'entreprise. C'est en cela que finalement, on vous conseillera de vous rapprocher au mieux de vos experts en banque populaire qui vous proposeront donc une démarche de conseil, une démarche globale patrimoniale. Et donc, sauf si vous avez des éléments à ajouter, je pense qu'on a terminé avec cette séquence et qu'on va pouvoir passer aux séquences des questions-réponses s'il y a des questions de la part de nos internautes. Alors, j'ai deux questions qui apparaissent à l'écran, donc je vais me permettre de poser la question à l'un ou à l'autre. La première, c'est existe-t-il un impact fiscal à cette injection via la prévoyance assurantielle? Sur la fiscalité, effectivement, Marc en a touché un mot tout à l'heure, notamment sur l'homme clé, mais tout dépend si l'injection de liquidité est versée finalement dans la sphère familiale ou dans la sphère entrepreneuriale. Si elle est versée dans la sphère familiale, dites par exemple une assurance décès, si ça provient d'une assurance décès, à ce moment-là, ce capital est en dehors des droits successoraux, donc en dehors de la fiscalité des droits de succession à payer. C'est donc un capital net servi lorsqu'on reçoit une assurance décès à titre privé. En revanche, comme l'a dit Marc tout à l'heure, dans la sphère entrepreneuriale, quand c'est de l'injection de liquidité suite à un contrat finalement de dénouement d'homme clé, eh bien là, ça va se mettre comptablement sur le poste résultat exceptionnel. Et donc le résultat exceptionnel va faire finalement monter le résultat comptable. Et c'est ce résultat comptable qui va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Donc finalement, ça va être à l'impôt sur les sociétés sur la liquidité de l'homme clé. Donc lorsqu'on fait de l'étude de prévoyance, la fiscalité est partie intégrante finalement de l'étude de prévoyance, notamment dans la réinjection de liquidité sur la sphère entrepreneuriale. D'accord. Merci Sébastien. Marc, j'ai une seconde question qui apparaît à l'écran. Est-ce que l'assurance vie est suffisante pour une couverture de prévoyance? Eh bien non, je crois que Sébastien l'a parfaitement montré. L'assurance vie va être un facilitateur. Elle va injecter des capitaux immédiatement disponibles, ce qui va permettre de faire face
tout de suite au cas d'urgence et de ne pas se retrouver, si vous me permettez l'expression, un peu coincé ou de devoir être dans la situation de mettre en cause des stratégies patrimoniales longuement mûries et qui se trouveraient d'un seul coup invalidées du fait de l'illiquidité du patrimoine. Donc l'assurance vie est un facilitateur indispensable. Elle va nous permettre d'avoir du temps, d'avoir des moyens complémentaires. Donc elle ne suffit pas à soi seule et on a vu toute l'importance de l'approche globale pour trouver des solutions globales, autant au niveau des statuts de l'entreprise que des régimes matrimoniaux des chefs d'entreprise. C'est vraiment l'approche globale qui est la clé. L'assurance vie s'inscrit donc dans une approche beaucoup plus globale. C'est un complément, un facilitateur. Très bien. Et puis l'assurance vie, ça fait partie finalement de la transmission du patrimoine existant du chef d'entreprise. C'est-à-dire que le patrimoine, il est déjà existant via l'assurance vie. Alors avec des vertus par rapport au droit de transmission, mais c'est du patrimoine qui est existant. L'assurance décès, pour le coup, c'est une couverture, c'est un patrimoine qui n'était pas existant et qui a permis d'avoir une complémentarité avec le patrimoine existant. Donc en fait, finalement, les deux solutions sont complémentaires. D'accord, très bien. Une troisième question apparaît, c'est très bien. Lorsque le bénéficiaire du contrat homme-clé est la banque, la cotisation est-elle déductible fiscalement? Qui se risque à répondre à la question, messieurs? Je l'ai signalé effectivement tout à l'heure, oui, les cotisations sont déductibles. Et effectivement, c'est la prestation qui en revanche va être fiscalisée comme un produit exceptionnel. D'accord, très bien. Parfait. Existe-t-il, quatrième question, est-ce qu'il existe une assurance homme-clé pour un artisan en nom propre? Toutes les formes, toutes les formes sociales sont tout à fait éligibles, bien sûr. C'est vraiment l'homme, finalement. C'est ça. C'est l'homme clé D'accord. de l'entreprise, entreprise individuelle, de l'artisan, du commerçant, du chef d'entreprise. C'est vraiment l'homme. En fait. C'est la Elles ne compétence. sont pas liées à un statut. Non. D'accord. Exactement. Très bien. On va peut-être se laisser 2-3 secondes pour voir si effectivement il y a une autre question qui va être posée par nos internautes. Je pense qu'on a peut-être fait le tour. En tout cas, je vous remercie Marc-Thomas Marotel et Sébastien Isabert d'avoir fait le jeu de vos éclairages, Merci Jean-Christophe. du jeu des questions. Et je vous remercie, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, pour votre participation à cette émission Banque Populaire. Pas d'autres questions. Merci et à très bientôt. Au revoir.